Grand B donc, la comparution du défendeur. Alors, l'assignation, je l'ai dit, invite le défendeur à comparaître devant la juridiction. Et comparaître devant le tribunal de grande instance, je l'ai dit également, c'est constituer avocat. Il convient donc que le défendeur constitue lui-même avocat. Cette constitution doit intervenir en principe dans un délai de 15 jours suivant l'assignation. C'est le délai de comparution devant le tribunal de grande instance. Simplement, ce délai n'est assorti d'aucune sanction directe. Si le défendeur ne comparaît pas dans le délai de 15 jours, il le pourra encore valablement ensuite, et il le ferait même automatiquement en concluant par l'intermédiaire d'un avocat. Cette conclusion vaudrait constitution d'avocat. Simplement, au terme du délai de 15 jours, eh bien, le défendeur qui n'a pas comparu s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par la partie adverse, si le juge estime que l'affaire est en état d'être jugée. Mais souvent, le président estimera que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, par conséquent, l'affaire prendra le circuit de l'instruction. Et tant que l'ordonnance de clôture de l'instruction n'aura pas été rendue, le défendeur pourra valablement constituer avocat, pourra valablement comparaître. Cela dit, une fois que l'avocat aura choisi son avocat, que le plaideur aura choisi son avocat, il devra encore notifier ce choix, cette constitution, à l'avocat de la partie adverse qui doit avoir connaissance de son contradicteur pour pouvoir valablement échanger les actes de la procédure, les pièces de la procédure, les conclusions, les éléments soutien de ses prétentions. Alors il le fera par ses propres soins, c'est l'avocat du défendeur généralement qui va notifier à l'avocat du demandeur cette constitution, même si cet ordre n'est pas un ordre impératif. Assignation, comparution du défendeur, la phase suivante, on l'a compris, c'est l'instruction de l'affaire. Grand C, l'instruction de l'affaire. Alors, cette instruction peut suivre plusieurs circuits d'instruction. Et on va commencer par là, par étudier ces différents circuits de l'instruction. Alors, au jour fixé pour la première audience, l'affaire est appelée et les avocats des parties vont alors se présenter devant le président de la chambre qui en a été saisi pour, dit la loi, conférer de l'état de la cause. C'est ce que dit exactement l'article 759 du Code de procédure civile, pour conférer de l'état de la cause. Autrement dit, pour examiner avec le juge le point de savoir si l'affaire est en état d'être jugée à ce stade, si les échanges sont suffisants pour que l'on puisse juger. Alors cette éventualité suppose que les parties aient déjà l'une et l'autre conclu et qu'elles l'aient fait définitivement. Elle suppose aussi que les communications de pièces soient intervenues. Et vous imaginez bien que cette situation est une situation très rare. Si l'hypothèse devait se produire, le président de la Chambre renverrait alors à une nouvelle audience pour entendre les plaidoiries, à une audience de jugement qui se déroulerait devant le tribunal en formation collégiale. On dit alors que l'affaire a emprunté le circuit court de l'instruction. Mais très généralement, ce circuit court ne pourra pas être emprunté, du moins de cette manière si rapide, si expéditive. Si le juge estime à ce stade qu'un dernier échange permettrait de mettre l'affaire en état d'être jugée, ou bien qu'une dernière communication de pièces y suffirait, il peut alors renvoyer à une seconde audience de conférence, une audience de conférence devant lui, en indiquant aux parties la date qu'il aura fixée, et en impartissant alors aux avocats un délai pour procéder à ces diligences, signification d'une dernière conclusion, échange des pièces. Article 761. Et dès lors, de deux choses l'une. Soit, au jour de cette conférence, l'affaire est enfin en état d'être jugée parce que les diligences qui étaient attendues ont été effectivement accomplies dans les délais qui ont été impartis par le juge. Et bien dans ce cas-là, l'affaire est en état d'être jugée, on va pouvoir renvoyer à l'audience des plaidoiries comme tout à l'heure. Soit,
eh bien, l'échange qui était attendu n'est pas intervenu, les diligences n'ont pas été faites. Et dans ce cas-là, eh bien, normalement, le juge n'a pas le choix. Il doit en principe renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état, qui est un juge, on va le voir, chargé spécialement de l'instruction devant le tribunal de grande instance des affaires qui sont les plus complexes. C'est ce que prévoit l'article 762. On dit alors que l'affaire emprunte le circuit long de l'instruction devant le juge de la mise en état. Il reste que ces modes de procédé, ces façons de faire qui sont envisagées et organisées par le Code de procédure civile, se trouvent dans les faits souvent aménagés par les usages des juridictions, usages qui sont parfois organisés par ce qu'on appelle des chartes ou des contrats de procédure, des conventions qui sont passées entre le chef de la juridiction d'une part et d'autre part le représentant de l'ordre des avocats, le bâtonnier du barreau. Et dans ces chartes, on prévoit parfois d'autres modes de procédé. Et c'est ainsi que dans certains tribunaux, la conférence entre le président et les avocats a été purement et simplement supprimée par une saisine immédiate et systématique du juge de la mise en état. Quoi qu'il en soit, encore faut-il, pour bien comprendre le cheminement de la procédure, pour comprendre cette instruction plus généralement, encore faut-il pouvoir identifier les différents actes qui vont enrichir, qui vont nourrir cette instruction. Alors quels sont-ils? Dans le procès civil, on sait déjà qu'il revient aux parties d'instruire leur cause, de nourrir la réflexion et les convictions du magistrat en faisant connaître à la juridiction les moyens de fait, les moyens de droit sur lesquels reposent les prétentions des parties, d'apporter à cette même juridiction les éléments de preuve qui sont nécessaires. C'est ce que prévoient les articles 6 et 9 du Code de procédure civile que nous avons rencontré au titre des principes directeurs du procès. Les parties vont s'acquitter de cette tâche d'instruction en déposant des conclusions, en produisant, en communiquant des pièces et en sollicitant, au besoin, des mesures d'instruction. Alors je n'insisterai pas ici sur les communications de pièces qu'organisent les articles 132 à 137 du Code de procédure civile. Nous avons déjà dit que c'est une obligation pour les parties, en vertu du principe du contradictoire, que de se communiquer réciproquement les pièces. Et on a dit que cette communication doit être spontanée. Et si cette communication n'est pas faite spontanément par une partie, la partie adverse peut demander au juge de faire injonction à cette partie récalcitrante pour qu'enfin elle communique contradictoirement les pièces qui sont en sa possession. En tous les cas, le juge pourrait écarter les pièces qui n'auraient pas été communiquées à la partie adverse en temps utile, c'est-à-dire dans le respect du contradictoire, en laissant un temps suffisant à la partie qui les reçoit pour les examiner et pour organiser sa défense. Article 135 du Code de procédure civile. Alors, les conclusions me paraissent appeler davantage d'explications. Ces conclusions, ce sont des actes de procédure au moyen desquels les parties vont échanger leur argumentation, vont faire connaître au tribunal leurs prétentions réciproques. Alors, ces conclusions vont contenir tous les éléments de fait qui vont nourrir le litige et les moyens de droit également qui vont être le fondement des prétentions. Les faits sur lesquels s'appuient les prétentions, les textes, les règles juridiques plus généralement qui fondent ces prétentions. À peine d'irrecevabilité, ces conclusions doivent être écrites et signées par les avocats des parties. Et en effet, devant le tribunal de grande instance, la procédure, on le sait, est une procédure écrite avec représentation obligatoire. Et par conséquent, seul l'avocat constitué va pouvoir prendre des écritures au nom et pour le compte du client qu'il représente. Également, à peine d'irrecevabilité, les premières conclusions du défendeur doivent contenir la désignation de cet avocat, la constitution de cet avocat, à moins que celle-ci ait pu être faite antérieurement.
Au contraire, la désignation de l'avocat du demandeur, sa constitution, n'a pas besoin de figurer dans ses conclusions, puisqu'elle figure, on le sait déjà, dans l'assignation de manière nécessaire. Cela étant dit, le contenu des conclusions comprend également des éléments qui sont obligatoires et qui ont été étendus progressivement par les textes réglementaires dans un souci de rationalisation, d'accélération du traitement des contentieux. Il s'agit de simplifier le travail du magistrat dans la lecture et la compréhension de ses conclusions. Ainsi, après la désignation des parties, devra figurer dans les conclusions l'exposé des moyens du concluant. En fait et en droit, les conclusions doivent contenir ces arguments qui fondent les prétentions du signataire de ces conclusions, de la partie pour laquelle ces conclusions sont prises. Et ces prétentions doivent être formulées expressément avec un bordereau qui va venir récapituler les pièces qui viennent à leur soutien. Matériellement, l'argumentation du concluant se présente invariablement sous la forme d'attendu. Attendu que, attendu que, attendu que. C'est la motivation, et cette motivation va déboucher sur l'équivalent d'un dispositif. On va demander au juge de condamner la partie adverse à telle ou telle chose, à telle ou telle somme d'argent, au paiement d'un article 700, au versement des dépenses, des frais irréfectibles, à une condamnation à dommages et intérêts, que sais-je encore. Surtout, à la suite d'un décret, le décret du 28 décembre 1998, les conclusions d'une partie doivent désormais être récapitulatives. C'est-à-dire que les dernières conclusions qui sont prises devant la juridiction doivent récapituler les conclusions antérieures et reprendre ainsi intégralement la motivation, prétention, les faits et arguments de droit qui soutiennent les prétentions. À ne pas le faire, à ne pas reprendre un argument, le concluant est censé avoir abandonné cette argumentation, ce qui est une simplification pour le magistrat. Celui-ci n'a plus à compulser en comparaison les différentes conclusions qui ont pu être prises successivement dans le cadre de l'instance. Le dernier jeu de conclusion est la synthèse des conclusions précédentes. Article 753, alinéa 2 du Code de procédure civile. Enfin, mais c'est l'évidence même, les conclusions d'une partie vont devoir être notifiées à la partie adverse. Et on sait qu'elles pourront l'être par un mode de notification simplifié, la notification par acte du palais, qui est une simplification de la notification à la forme ordinaire, pouvant se faire soit par l'avocat directement auprès de son contracteur, soit par l'intermédiaire d'un huissier. Les effets des conclusions doivent être précisés évidemment. Les premières conclusions des parties ont pour effet de lier l'instance, qui est un lien de droit, noué entre elle et le juge, on le sait. Du côté du demandeur, ainsi, les premières conclusions vont être contenues dans l'assignation. L'assignation vaut conclusion. Et du côté du défendeur, les conclusions consistent dans les premières conclusions en réponse, qui vont être suivies de conclusions additionnelles, qui vont être suivies peut-être de conclusions en réplique, en supplique, suivant l'importance des échanges. En tous les cas, une fois que les premières conclusions du défendeur auront été signifiées au demandeur, le lien d'instance sera noué entre les deux parties. Le lien d'instance se sera refermé sur les deux plaideurs. Et cette liaison de l'instance a une importance juridique qui est grande. Jusqu'à ces premières conclusions du défendeur, l'instance n'étant pas liée, elle appartient en quelque sorte au seul demandeur. Celui-ci peut y renoncer unilatéralement, il peut se désister unilatéralement. En revanche, dès l'instant que les premières conclusions en réponse du défendeur lui ont été notifiées, l'instance est liée, elle a pris un tour qui est conventionnel, et par conséquent, il faudra l'accord du demandeur et du défendeur pour que le désistement puisse avoir lieu. Il faudra un désistement conventionnel. Ces premières conclusions vont devoir également, pour le défendeur, contenir un certain nombre de moyens. Quand nous avons étudié les différents moyens de défense, nous avons
distinguer les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les défenses au fond. Et nous avons dit que la plupart des exceptions de procédure doivent être invoquées in limine litis, au seuil du procès, c'est-à-dire dans les premières conclusions. Par exemple, les nullités de forme, les exceptions d'incompétence devront figurer dans ce premier jeu de conclusion, en tête de ce premier jeu de conclusion, avant les défenses au fond, avant les fins de non-recevoir. À l'opposé, les dernières conclusions qui seront prises par les parties auront pour effet de délimiter définitivement la matière de l'instance, l'objet des demandes, et donc elles vont circonscrire corrélativement l'obligation de juger du magistrat, l'obligation de statuer en réponse au droit d'action des parties. C'est d'après ces dernières conclusions en particulier que l'on saura si le jugement est rendu en premier ou en dernier ressort lorsque la question dépend du taux du litige. Cela dit, l'importance du rôle des parties dans l'instruction, la charge qui leur appartient d'instruire le juge par leurs conclusions, par les communications de pièces qu'elles se doivent, ne doit pas faire oublier non plus que dorénavant, le juge ne joue plus un rôle strictement passif. On a vu que le principe dispositif et le principe accusatoire avaient clairement reculé dans le code de procédure civile nouveau. Il est un juge qui est spécialisé dans l'instruction des causes civiles, c'est le juge de la mise en état. C'est le juge qui va être saisi de l'instruction lorsque l'instruction prendra, comme on l'a vu tout à l'heure, le circuit long de l'instruction. Et il faut dire quelques mots de ce juge de la mise en état, du contrôle de l'instruction qu'il va effectuer. Alors le juge de la mise en état, c'est l'un des juges de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Et son rôle n'est pas d'instruire lui-même, même si, on le verra, il peut ordonner des mesures d'instruction. Il s'agit plutôt, du moins traditionnellement, de contrôler l'instruction qui reste principalement le fait des parties. Et à cette fin, le juge de la mise en état peut aller jusqu'à entendre les avocats des parties. Il peut leur faire toute communication, leur demander des explications complémentaires, leur signifier des injonctions de conclure. Et il peut aussi même décider d'entendre les parties elles-mêmes, non pas pour obtenir d'elles l'accomplissement d'actes de procédure, on sait que la représentation est obligatoire, mais afin de tester la possibilité ou non d'obtenir une solution négociée, une transaction, conciliation, qui pourrait être homologuée par ce juge, le juge de la mise en état. Article 768 du Code de procédure civile. Mais surtout, ce qui est important de noter, c'est que le juge de la mise en état dispose de pouvoirs très importants, de pouvoirs de plus en plus importants, qui vont lui permettre véritablement de diriger l'instruction et aussi de trancher les exceptions, les incidents, du moins certains d'entre eux, de manière à ce que la formation qui aura à juger du fond du litige se trouve dispensée de le faire, qu'on lui épargne cette complication. Au fond, de plus en plus, le juge de la mise en état a pour fonction de trancher tout un contentieux périphérique, de telle sorte que l'affaire vienne à la formation de jugement, épurée en quelque sorte, avec des contestations, des incidents qui auront déjà été tranchés en amont, au stade de l'instruction. Et c'est ainsi que le juge de la mise en état dispose de plusieurs prérogatives. D'abord, il a pour mission de contrôler la loyauté et la durée de l'instruction. Et cela se traduit par diverses prérogatives. L'article 763, alinéa 2 du Code de procédure civile, dit ainsi qu'il a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. C'est dire qu'il doit veiller à la loyauté de cette instruction, au respect du principe du contradictoire. Et c'est à ce titre qu'il va pouvoir adresser aux avocats des injonctions, injonctions de communiquer des pièces, injonction aussi de conclure. Avec ses prérogatives, le juge de la mise en état va pouvoir en quelque sorte rythmer l'instruction. C'est lui qui va décider
de sa rapidité. Il appréciera naturellement, puisqu'il doit respecter le contradictoire, il appréciera les délais qui doivent être réservés à chaque partie pour conclure, mais il peut leur imposer un cadencement dans l'instruction. Et c'est ainsi en particulier qu'il va fixer la date de l'échange des conclusions et qu'il peut, dit la loi, accorder des prorogations de délai. Article 764. Cela étant dit, s'il peut accorder des prorogations de délai, le juge de la mise en état n'est pas tenu non plus de le faire. C'est lui qui apprécie la suffisance ou non de l'instruction. C'est lui qui décidera s'il lui paraît en fin de compte que l'affaire est maintenant en état ou non d'être jugée. Si on peut mettre fin à l'instruction par une ordonnance de clôture et renvoyer à l'audience des plaidoiries à la formation de jugement. Article 779 du Code de procédure civile. Simplement, dans la fixation de cette audience des plaidoiries, eh bien, le juge de mise en état doit faire en sorte qu'elle soit aussi proche que possible de l'ordonnance de clôture de l'instruction. Il ne faudrait pas en effet qu'un délai trop long s'écoule entre le moment où l'instruction est achevée, ordonnance de clôture, et le jour où la formation de jugement va entendre les avocats pour se faire une religion et pour trancher finalement le litige. Parce que entre ces deux dates, eh bien, pourraient advenir de nouveaux événements qui viendraient modifier la matière litigieuse et qui pourraient obliger à réouvrir l'instruction. Le juge de mise en état dispose ainsi d'un pouvoir très important. Et ce pouvoir est aussi un pouvoir en quelque sorte de sanction, un pouvoir sanctionnateur. Et en effet, si l'une des parties n'accomplit pas les actes de procédure dans les délais qui lui sont impartis par le juge, eh bien le juge de la mise en état va pouvoir ordonner la clôture de l'instruction à son égard, une clôture partielle de l'instruction. L'autre partie pourrait, le cas échéant, continuer de conclure quand la partie sanctionnée pour son défaut de diligence ne le pourrait plus. Simplement, cette sanction radicale, on le comprend, doit aussi respecter évidemment les garanties élémentaires de la défense. Et par conséquent, le juge pourrait rétracter cette ordonnance de clôture partielle de l'instruction si la partie adverse faisait valoir des moyens nouveaux qui nécessiteraient qu'il y soit répondu ou que la partie adverse puisse y répondre en tout état de cause. Si maintenant le défaut de diligence émanait des deux parties, eh bien le juge de la mise en état pourrait même ordonner d'office non pas la clôture de l'instruction, mais la radiation de l'affaire. L'affaire serait radiée du rôle et elle ne serait plus appelée. Pour autant, c'est une mesure qui est une mesure simplement administrative que cette mesure de radiation. Et il ne faudrait pas, par conséquent, que les parties se trouvent contrariées dans leur droit d'action. Il pourrait, à l'initiative des deux parties, y avoir une réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction. Et par conséquent, le juge de la mise en état, lorsqu'il va exercer ses pouvoirs de sanction, doit apprécier les diligences des parties, la légitimité des moyens qu'elles peuvent faire valoir pour le non-respect des délais qui ont pu leur être impartis. Cela dit, pour obtenir de manière peut-être plus systématique, de manière plus collaborative, eh bien, une instruction diligente, la loi s'est orientée ces dernières années dans une autre direction. Non plus des pouvoirs de sanction, des pouvoirs autoritaires d'inflexion de l'instruction par le magistrat instructeur, par le juge de la mise en état, mais l'organisation d'une concertation entre le magistrat et les avocats. C'est ce qu'on appelle le calendrier de la procédure. Il est possible pour le juge de la mise en état de convenir avec des avocats d'un calendrier de la procédure, un calendrier qui va fixer les grandes étapes de l'instruction. Par exemple, eh bien, il sera prévu que sous tel délai, le défendeur devra conclure, que dans un nouveau délai suivant, le demandeur pourra répliquer, que de dernières conclusions en réponse de la part du défendeur interviendront et que la clôture sera enfin prononcée. Si un tel calendrier est accepté par les avocats des parties, eh bien, il n'est plus possible alors d'obtenir des prorogations de délai. Le calendrier s'impose en tout état de cause. Cela étant dit, le juge de la mise en état ne contrôle pas simplement l'instruction.
il peut aussi imposer des diligences afin que la juridiction de jugement, la formation de jugement, soit correctement éclairée. Autrement dit, il ne s'agit plus de rythmer l'instruction, il ne s'agit plus de veiller à sa loyauté, il s'agit de veiller à sa bonne qualité. C'est ce qu'on appelle parfois la mise en état intellectuelle. Et ainsi, le juge de la mise en état va pouvoir inviter les avocats à répondre à certains moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir des explications de fait et de droit, des explications qui apparaissent nécessaires à la solution du litige. Et même, le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 753, c'est-à-dire à faire en sorte qu'elles comportent les moyens en fait et en droit qui fondent leurs prétentions et qu'elles soient récapitulatives. Tout cela suppose bien sûr que l'œil du juge de la mise en état soit un œil vigilant, qui lise effectivement et très assidûment les écritures des parties, qu'il vérifie que l'instruction est de bonne qualité pour éviter qu'elle ne rebondisse sur des incidents et que le contentieux soit entièrement purgé. En somme, le juge de mise en état est prêt de disposer d'un véritable pouvoir de correction des conclusions des parties dans le but d'obtenir une meilleure information et donc une meilleure justice au final. En vertu de l'article 768 indice 1, le juge de la mise en état pourrait même inviter les parties à mettre en cause toute personne dont la présence lui paraîtrait souhaitable à la solution du litige. Il pourrait ainsi provoquer un élargissement subjectif de l'instance, de sorte que là encore, le jugement qui soit rendu tranche entièrement, complètement le litige. Enfin, le juge de la mise en état dispose de pouvoirs de juridiction accessoires.